beaucoup et je vais passer à la communication suivante du professeur Constant. Recommandation de la SPAR pour l'anesthésie pédiatrique. Bien, merci beaucoup. Donc, en préambule, je voudrais dire deux choses. D'une part, merci beaucoup pour cette invitation parce que merci Sabine. J'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger de façon transversale avec nos collègues et plus spécifiquement collègues chirurgiens parce qu'on est très proches et on travaille ensemble. Et puis le deuxième point, finalement, ça m'est venu en vous entendant, Monsieur Johannet, je dirais que finalement, nous, on a décidé en tout cas, de ce qu'on pouvait préconiser pour notre organisation et on a pris les choses en main. Alors, c'est pas toujours simple hein, quand même, parce qu'une fois qu'on a écrit ça, après, il faut assumer derrière. C'est pas comme un décret qui nous tombe dessus où finalement on assume les conséquences, mais on n'assume pas ce qu'on a écrit. Bref, donc je vais vous présenter les recommandations de pratiques professionnelles qui ont été établies l'année dernière qui sont donc assez récentes. Alors, pourquoi on a fait ça? Eh bien, parce que, en fait, il n'y avait pas grand-chose d'écrit. Il y avait des vieux textes, si je puis dire, qui avaient plus de 20 ans. Et il s'était passé quand même quelques éléments depuis ces 20 dernières années. Alors bon, le Strauss 2004, ça c'est l'élément fondamental et vous le verrez, on a repris beaucoup de points et des points que vous avez d'ailleurs déjà évoqués dans les topos précédents. Et sur le plan anesthésique, eh bien, il y a un certain nombre d'études qui ont été publiées. C'est des études de morbidité en anesthésie. Évidemment, on s'intéresse beaucoup à la morbidité, mortalité, parce que l'anesthésie, finalement, c'est pas curatif, hein, c'est un mal nécessaire comme disent certains. Et donc, on a le devoir, l'obligation de limiter, évidemment, au maximum les effets délétères et notamment la morbidité. Donc, il y a des études internationales, qu'elles soient anglo-saxonnes, mais aussi européennes, avec des résultats français au sein des études, qui sont sorties et qui ont mis en évidence ce qu'on connaissait, c'est-à-dire une certaine morbidité et puis un certain nombre de facteurs de risque qu'on connaissait aussi, mais qui ont été confirmés. D'ailleurs, un certain nombre de pays ont révisé leurs recommandations, que ce soit les pays anglo-saxons, les Pays-Bas, l'Australie même aussi. Bon, en parallèle de ça, sont apparues un certain nombre de techniques relativement nouvelles dans la prise en charge anesthésique. Donc, il fallait intégrer ça dans de nouvelles recommandations. Et puis, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de questions qui nous remontent de la population anesthésique. Alors, l'anesthésie pédiatrique, c'est quelque chose qui fait un peu peur et pour lesquels les gens sont toujours un petit peu frileux, notamment quand ils n'en font pas tous les jours. Et donc, il y a beaucoup de questions, notamment sur les âges. Jusqu'à combien on peut nous demander d'endormir un enfant, sur le volume d'activité, sur l'organisation, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire plusieurs salles à la fois, par exemple, quand on endort un enfant. Et puis, bien sûr, sur la compétence et la formation. Donc, on a essayé, dans ces recommandations, de s'intéresser plus précisément à ça et de répondre au moins en partie ou de donner des éléments de réponse à ces questions. Alors, juste un petit rappel. En termes de risque en anesthésie pédiatrique, eh bien, vous voyez, en termes d'arrêt cardiaque, par exemple, si on prend la population pédiatrique dans toute sa largeur, c'est-à-dire de 0 à 18 ans, il y a un arrêt cardiaque sur 10 000. Bon, OK. Par contre, si on commence à se focaliser sur les âges les plus faibles, vous voyez que chez l'enfant de moins d'un an, il y a quand même un arrêt cardiaque sur 1000. Ça vient vite. Pour l'enfant de moins d'un mois, c'est encore plus fréquent. Bien sûr, un enfant de moins d'un mois, en règle générale, il y a souvent, mais pas toujours, une pathologie sous-jacente. Mais vous voyez que les arrêts cardiaques sont fréquents. Il faut aussi savoir que ces arrêts cardiaques, eh bien, ils surviennent chez des patients, chez des enfants qui n'ont pas de facteur de risque. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire que quand vous opérez, vous faites de la chirurgie cardiaque sur un enfant, on sait qu'il y a une morbidité, voire une mortalité derrière. Quand vous opérez un enfant pour une circoncision ou des végétations, a priori, ça doit bien se passer. Mais il y a quand même une morbidité de ces interventions.
Vous avez les facteurs de risque d'arrêt cardiaque qui sont mis ici, ils sont très, très bien définis. C'est l'âge de moins d'1 an, c'est l'ASA. Alors l'ASA, vous connaissez tous, j'imagine ce que c'est la cotation du risque anesthésique en fait. Hein. Donc ASA 1 et 2, il n'y a pas de risque anesthésique où il est extrêmement faible. Et puis plus on augmente, plus le risque est important. Les comorbidités, bien sûr. Et puis vous voyez qu'il y a marqué expérience faible en anesthésie pédiatrique, absence d'équipe dédiée. Autre facteur bien montré dans la littérature, et puis le contexte d'urgence. Tout ce que je vous mets ici a un fondement dans la littérature, c'est-à-dire découle d'études, en général d'études larges. Autre type de morbidité, c'est-à-dire que là, ce n'est pas forcément l'arrêt cardiaque, mais ce sont les incidents critiques graves. C'est quoi? Ce sont des laryngospasmes, des désaturations profondes, des bronchospasmes, des inhalations, ce sont aussi des hypotensions, ou encore des défaillances hémodynamiques. Et vous voyez que dans la population tout venant, parce que ça c'est du tout venant, c'est une étude observationnelle qui est parue en 2016 avec 31 000 patients. Et vous voyez que ces patients, ils n'étaient pas particulièrement morbides, hein, puisqu'il y en a à peu près 90% qui étaient ASA 1 et 2. Eh bien, il y a quand même 5% d'incidents critiques graves qui se répartissent entre les incidents respiratoires et cardiovasculaires en fonction de l'âge. Et là encore, vous avez des facteurs de risque qui sont identifiés. C'est un peu les mêmes, c'est-à-dire c'est l'âge. Il y a 2 périodes, les moins d'1 an et puis aussi les 1 à 3 ans qui, eux, font plus facilement des complications respiratoires. La comorbidité, et là encore, dans l'étude, expérience faible en anesthésie pédiatrique, urgence et chirurgie ORL. Enfin, dernier point d'impact, dernier type de morbidité, finalement, c'est les complications respiratoires. Vous savez que chez l'enfant, les complications respiratoires, vous faites de la chirurgie, vous avez vu de toute façon des inductions anesthésiques, vous avez vu de temps en temps, ça ne se passe pas exactement comme on en a envie. Vous voyez que dans cette étude, qui est une étude tout venant également, 90% d'enfants, 88% d'enfants ASA 1 et 2, mais ça, il s'intéressait aux enfants enrhumés versus des enfants non enrhumés. Bref, globalement, un taux de complications respiratoires de 15%, ce qui n'est pas négligeable. Au premier rang, le laryngospasme, le bronchospasme. Bien sûr, quand c'est géré par des anesthésistes qui ont l'habitude, ça ne se traduit pas par une morbidité ultérieure. Mais quand ce n'est pas géré par des anesthésistes qui ont l'habitude, c'est différent. Et les facteurs de risque, vous les avez encore. C'est encore l'âge, c'est l'hyperréactivité bronchique. Ça, c'est l'enfant enrhumé, l'enfant asthmatique, l'enfant qui a des facteurs de risque respiratoires. Et vous voyez que ça multiplie par 4 l'incidence des complications. C'est la chirurgie ORL, parce que forcément, dans la chirurgie ORL, eh bien, on est face à des enfants très souvent qui ont une hyperréactivité bronchique ou qui ont une hypertrophie, qui ont, disons, des troubles de type apnée du sommeil. Et encore une fois, l'expérience faible en anesthésie pédiatrique. Donc, ce sont ces études qui ont servi de fondement à la rédaction de ces recommandations. Et vous voyez que on voit que l'expérience ressort à chaque fois. Bon, on va aller très vite après parce que c'est de la méthodologie. Néanmoins, il faut bien se rendre compte que ces recommandations ont été rédigées par la SFAR, la Société française d'anesthésie-réanimation, et puis son pendant pédiatrique, la DARPEF. Donc, ça regroupait, cette démarche regroupait un certain nombre d'experts dont les modes d'exercice étaient variés. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui exerçaient en libéral. Bien sûr, il y avait pas mal de gens dans les CHU. Il y en avait qui étaient dans les CH. Et on a essayé, dans la mesure du possible, d'être le plus ubiquitaire possible. Nous sommes passés par les fourches codines du CRC, du Comité des référentiels cliniques de la SFAR, qui est particulièrement rigoureux, voire même rigide sur le plan méthodologique. Donc, c'était assez sérieux. Je vais vous passer toute la méthodologie. C'est la méthodologie GRADE avec une définition de la population. On a séparé en termes d'âge et en termes de niveau de risque. On voit bien sûr les prématurés, mais on n'en parlera pas parce que ce n'est pas la question. Les nouveau-nés, on en parlera très, très peu aussi parce que là encore, finalement, les nouveau-nés sont pris dans des centres ultra spécialisés. Le nourrisson, c'est-à-dire le moins d'1 an, le 1 à 3 ans, et le 3 à 10 ans. Au-delà de 10 ans, on va le voir dans la diapo d'après, on a considéré que c'était une prise en charge sur le plan anesthésique
qui était comparable à celle de l'adulte et que normalement, un anesthésiste qui fait de l'adulte, il est capable d'endormir un enfant de plus de 10 ans. Après, il y a des améliorations en termes de contexte parce qu'effectivement, c'est encore je dirais pas des bébés, mais à 12 ans, il ne peut pas les mettre au milieu d'une salle de réveil où il n'y a que des personnes âgées. Bon, enfin bref, bon, tout ça, c'est encore autre chose. Un dernier point, ces recommandations ne sont pas des recommandations formalisées d'experts parce que le niveau de preuve des études qu'on avait, évidemment, ce n'était pas des études contrôlées randomisées, forcément. C'était essentiellement des études observationnelles et donc on est dans une version non pas recommandation, mais suggestion ou préconisation. C'est une nuance qui pour nous était importante. Voilà, donc je redis, à partir de 10 ans, finalement, on n'est plus dans ces préconisations, on considère que ça correspond à de l'adulte. Dernier point important, vous voyez que nous avons écrit de façon très précise que chaque praticien doit exercer son propre jugement dans l'application de ces préconisations en prenant en compte, d'une part, son expertise, et puis, bien sûr, les spécificités de son établissement, de son équipe chirurgicale. Et donc, tout ça doit résulter il y a une adaptation, c'est ça que je veux dire. Et bien sûr, toujours un dialogue médico-chirurgical qui reste très important. Et en plus, par ailleurs, évidemment, chaque praticien reste responsable de sa prise en charge. Donc, les différents champs, on va passer très vite. Il y en avait un. Le premier, c'était des structures et des logistiques. Ensuite, il y a l'équipement et le matériel. Après, on s'attache aux compétences. Et là, c'est déjà un petit peu plus subtil. Et enfin, l'organisation en termes de personnel et en termes de fonctionnalité. Là, c'est un petit peu plus subtil. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de choses, finalement, qui n'ont pas changé par rapport au texte déjà écrit, que ce soit le décret sur l'anesthésie-réanimation de 1994, donc ce n'est pas franchement jeune, qui déjà stipule une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuée. C'est des choses qui vous paraissent tout à fait banales, mais c'est intéressant de mettre l'accent dessus et de se rappeler que c'est écrit tout ça. Par ailleurs, responsabilité du médecin anesthésiste réanimateur, consultation, visite préanesthésique, surveillance clinique continue qui doit être péropératoire, mais aussi en post-opératoire, en tant que l'enfant est en salle de réveil. Évidemment, matériel d'anesthésie et de suppléance adapté. Et vous verrez que ce n'est pas toujours évident d'ailleurs, hein, quand on parle des enfants. Et puis, la circulaire du SROS, où il y avait déjà cette notion de compétence chirurgicale et anesthésie, qui avait déjà la notion de volume d'activité, mais le volume n'était pas défini. La notion de pratique régulière hebdomadaire, c'est écrit texto, anesthésie et chirurgie. Et puis, les centres étaient définis comme vous l'avez parfaitement montré, et ça va nous permettre d'aller très, très vite. La notion de réseau était essentielle. Voilà, donc le centre de proximité, on ne va pas recommencer parce que vous l'avez parfaitement bien détaillé avant moi. On le reverra sur une diapo. Donc, en termes de matériel monitorage, bon, c'est des choses qui vont, je vais très vite parce que finalement, ça ne vous concerne pas. Ça veut simplement dire qu'il faut être équipé correctement et qu'il faut pouvoir faire face à tout type de complications qui peuvent survenir chez l'enfant. Et qu'il faut qu'on ait du matériel adapté à l'âge. D'accord? Donc, vous voyez, par exemple, ça c'est pour illustrer le matériel adapté à l'âge, l'accès vasculaire indispensable. Bon, tout ça, c'est des choses très anesthésiques sur lesquelles je vais aller vite. La possibilité d'avoir un abord intraosseux, le chariot d'urgence, les aides cognitives, le monitorage systématique. Tout ça, c'est très anesthésique. Encore fallait-il que cela soit écrit. Alors, les réseaux, on l'a vu, on ne va pas recommencer. Centre de proximité, donc maintenant c'est des DSR, mais enfin, comme on l'a dit, ça revient à peu près au même, ce n'est pas strictement au même d'ailleurs. Le rôle du centre spécialisé de référence dans l'organisation du réseau et dans la rédaction des conventions, et ça va probablement quand même être revenir au premier plan dans les années ou mois qui viennent. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, une des premières recommandations en termes disons, d'orientation,
c'est que nous avons suggéré que le nouveau-né à terme de moins de 6 semaines et l'ancien prématuré de moins de 60 semaines post-conceptionnelles, attention, ce n'est pas quelque chose qu'on a choisi de façon arbitraire, c'est écrit dans la classification ASA, ça a été rajouté en 2019 par les Américains, ils ont enfin compris que eh bien, un enfant prématuré et même un nouveau-né à terme de moins de 6 semaines, c'était un patient à risque, et vous voyez, il est classé ASA 3. Donc, cette population ainsi que les patients ASA 3 à 5, eh bien, c'est une population à risque majoré de complications périopératoires cardio-respiratoires sévères et ils doivent être pris dans un centre spécialisé, qu'il soit spécialisé, correctement équipé ou à vocation régionale. Voilà, donc ça, c'est un point qui paraît relativement évident. Le deuxième point, c'est quand même, on a mis une nuance. On a la nuance qu'on a exposée, c'est que certains patients ASA 3 puissent être pris en charge en dehors d'un centre spécialisé. Et ceci dans un cadre de réseau de soins contractualisé, en particulier sur l'âge et en accord avec l'ARS. Pourquoi on a fait ça? Parce que, en fait, ces recommandations, elles ont été, quand on les a rédigées, ça a donné lieu à beaucoup de discussions avec beaucoup de gens qui avaient des exercices différents, libéral, etc. Et on nous a dit oui, mais je suis partie en retard. On nous a dit oui, mais nous, on fait les fistules artério-veineuses, c'est des insuffisants rénaux, c'est des ASA 3 et ça ne se fait pas, etc. Bon, donc on a effectivement permis ce genre d'ouverture, mais sous couvert d'une contractualisation. Pour les enfants de moins de 1 an, ainsi que pour les enfants ASA 4 et 5, c'est-à-dire que ce sont des populations à risque majoré d'arrêt cardiaque et d'hypoxie. Souvenez-vous ce que je vous ai montré au départ. Et là, on a suggéré que cette prise en charge soit assurée par une équipe de 2 professionnels exclusivement dédiés à ce cas. C'est-à-dire que quand on est sur un enfant de moins de 1 an, on ne fait pas une autre salle en même temps. Voilà. En gros, c'est forcément un médecin anesthésiste réanimateur formé à l'anesthésie pédiatrique avec une activité régulière, assisté d'une deuxième personne qui n'est pas précisément définie, sauf qu'il faut qu'elle ait une pratique de l'anesthésie pédiatrique. Ça peut être une IAD, ça peut être, on peut imaginer. Voilà, un autre anesthésiste par exemple. Donc ça, c'est pour les moins d'1 an. Finalement, ça ne pose pas trop de problèmes parce que les moins d'1 an, ils sont dans des hôpitaux spécialisés. Alors, pour les enfants de 1 à 3 ans, eh bien là, on a cela, c'est ceux qui ont un risque majoré essentiellement de complications respiratoires. Eh bien, dans ces cas-là, en fait, on a proposé 2 types d'organisation. Pourquoi 2 types? Eh bien, pour faire en sorte que les gens puissent exercer, notamment dans les structures libérales. Donc, vous avez soit, dans les 2 cas, il va y avoir une personne dédiée à ce patient. Ça veut dire qu'il y en a un qui reste en salle. Et ce peut être soit une infirmière anesthésiste qui aura une pratique régulière de l'anesthésie pédiatrique, mais supervisée par un médecin anesthésiste réanimateur, toujours pareil, formé à l'anesthésie pédiatrique, pratique régulière, ou alors, eh bien, vous avez le médecin anesthésiste qui va rester dédié à cet enfant. C'est la façon dont fonctionne la majeure partie des structures libérales, mais il faut quand même qu'il ait la possibilité d'avoir un recours. Ce recours, c'est quelqu'un d'autre qui est dans le bloc, qui est à proximité immédiate, qui a été désigné et qui peut venir lui donner, l'aider s'il se passe quelque chose chez cet enfant qui, quand même, a un risque de complications respiratoires. Et enfin, la dernière population, ça c'est beaucoup plus facile, enfin si je puis dire, 3 à 10 ans. Néanmoins, là encore, on demande un médecin anesthésiste réanimateur formé à l'anesthésie pédiatrique avec une pratique régulière. Et puis, vous voyez, c'est le même type d'organisation, sauf que la deuxième personne, on n'impose pas quelle est la pratique régulière de l'anesthésie pédiatrique. Bon, la SSPI, je vous passe rapidement parce que ça ne vous intéresse pas trop, à mon avis. Sachez que c'est réglementé. Un point très important, la question était, faut-il créer une équipe dédiée? La réponse est assez simple lorsqu'on lit la littérature. La réponse est oui. Oui, il faut créer une équipe dédiée afin de concentrer l'activité pédiatrique sur un nombre limité de praticiens, d'une part qui sont formés et d'autre part qui, comme ça, peuvent maintenir leurs compétences parce qu'ils vont avoir un volume d'activité suffisant. Bon, l'évaluation régulière des pratiques en anesthésie-réanimation, on a mis oui. J'espère qu'on aura les moyens de le faire parce que ce n'est pas si évident que ça. C'est quoi? C'est relever ces incidents critiques, bien sûr, et puis voir si c'est comparable à la littérature, se pencher dessus, les analyser, etc.
La formation. Alors, la formation initiale en anesthésie-réanimation. Est-ce que vous pouvez accélérer parce que bon. J'ai fini. Ah bon, d'accord, très bien. La formation, c'est assez simple. Tous les internes d'anesthésie-réanimation, dans leur maquette, font 3 mois d'anesthésie pédiatrique. Sauf que 3 mois d'anesthésie pédiatrique, ça ne vous permet pas d'aller endormir des enfants dans une structure où on ne fait pas que de l'enfant. Donc, si vous devez en faire après dans une structure non spécialisée, il faudra en faire 6 mois. C'est ce qu'on a écrit. La formation continue, eh bien, ce que l'on préconise, c'est que les médecins anesthésistes réanimateurs aient une activité régulière, spécifiquement en anesthésie pédiatrique. Ça veut dire qu'il faut qu'ils fassent, disons, une demi-journée d'anesthésie pédiatrique par semaine. Par ailleurs, il y a l'actualisation des connaissances, la formation continue avec des programmes individuels de formation qui vont de toute façon être nécessaires dans le cadre de la certification périodique. Bon, ça, je vous passe. Et pour finir, vous voyez que, parce qu'on me dit, oui, mais c'est terrible, la formation, c'est très compliqué. Pas du tout. Ça, c'est ce qu'on a, comment dirais-je, proposé comme éventail de formation. Vous voyez que ça va de la validation d'un DU d'anesthésie pédiatrique, ça c'est un peu plus lourd, jusqu'à le suivi et les informations sur le site de la DARPEF. Vous voyez, en passant par tout un tas de possibilités. Donc, en fait, ce n'est pas extrêmement contraignant. Voilà. Donc, en conclusion, vous avez les 3 diapos qui vous résument ce que je viens de vous dire. Et il faut savoir que ces recommandations, elles sont pour tous les médecins anesthésistes réanimateurs qui pratiquent l'anesthésie pédiatrique. Elles sont faites pour offrir des conditions sécurisées pour l'enfant, mais aussi pour le médecin anesthésiste réanimateur. Il faut penser ça dans un cadre d'organisation régionale, comme on l'a vu, et ça boucle tout à fait bien avec ce que vous dites, ce que vous avez dit. Le matériel, je passe. L'organisation en RH, vous avez compris qu'on a été assez précis quand même. Les compétences, on les a clairement énoncées, mais ce n'est pas extrêmement contraignant. C'est la moindre qu'on puisse demander à quelqu'un qui est en dehors des enfants. Et en fait, ces recommandations, ces préconisations, finalement, poussent à la réflexion sur l'organisation générale de l'activité d'anesthésie pédiatrique dans chaque établissement, à la discussion entre les anesthésistes et les chirurgiens, mais aussi avec les administrations qui structurent l'activité. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, merci Isabelle, je pense qu'on voit là la rigueur anesthésiste et je disais à Christine que je trouve que la diapo où tu montres les différentes possibilités, ce qu'on considère comme étant une compétence, une expérience, une pratique régulière, etc. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais je crois que ça serait bien qu'on le formalise aussi bien que ça. Et vous avez fait un travail très important. Merci beaucoup. Après, c'est vrai que la difficulté, c'est l'attractivité, on l'a dit tout à l'heure. Juste pour les gens qui sont en ligne, c'est très difficile aujourd'hui d'attirer des anesthésistes dans le domaine de la pédiatrie parce que ça fait un petit peu peur quand même si finalement on voit que vous êtes, je dois dire que tous les anesthésistes pédiatres, vous êtes très bien organisés et il y a vraiment une passion pour la discipline qui j'espère devrait être un peu plus attractive. Est-ce qu'il faut faire différemment aussi dans la façon dont on présente les spécialités? C'est peut-être une réflexion aussi à avoir parce que finalement, quand ils font leur parcours de formation, ils ne savent même pas que ça existe et donc c'est une difficulté. Tu veux que je Professeur réponde? Carlios. Merci Isabelle, c'est parfait. Je pense effectivement que nous, chirurgiens pédiatres, on a fait des progrès parce que les anesthésistes ont fait des progrès, uniquement. Et on a fait beaucoup de progrès grâce à vous. Et vous avez structuré, comme a dit Sabine, je pense qu'on devrait faire exactement pareil. Toujours que la casquette de vieux. Moi, j'ai eu beaucoup de procès au Conseil de l'Ordre par mes anesthésistes parce que j'exigeais en 82 que l'anesthésiste soit à la tête du malade. Donc on me disait, je ne suis pas à ta botte, je ne reste pas à la tête. Et j'ai gagné tous les procès, mais ça existe depuis très très longtemps. Mais pourquoi? Parce qu'à l'époque,
Et maintenant, vous avez une formation qui est interne, qui est hospitalière. Ils sont tous internes maintenant. Pratiquement à 92%, j'ai vu les derniers chiffres au Conseil de l'Ordre, 92% des anesthésistes qui sont en privé ou en public sont des gens qui sont internes. Donc on a le même titre, on parle pareil. Avant, il y avait toujours ceux qui étaient du côté plus et ceux qui se considéraient du côté moins. Donc il y avait des petites tensions qui étaient toujours importantes. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est à la rémunération, vous l'avez bien dit, et Sabine l'a bien dit. L'attractivité, c'est la rémunération. Il est anormal qu'un anesthésiste qui reste à la tête d'un malade soit payé 2 fois moins qu'un chirurgien. C'est absolument anormal. On ne peut pas faire le geste sans que l'anesthésiste soit considéré comme le chirurgien. Qu'il soit payé à moitié de la chirurgie, et c'est pareil pour le public ou le privé, parce que le public, il est payé par la T2A. Donc, quand l'anesthésiste reste à la tête du malade, et il ne peut pas faire une autre anesthésie, donc l'hôpital, le problème, il est pareil. Que ce soit moi qui ai fait ma carrière sur les deux, je peux vous dire que c'est exactement pareil. Le problème, c'est la considération. Mais d'un autre côté, il faut que les anesthésistes aussi, moi qui l'ai vécu, il faut qu'ils fassent le pas de l'autre côté, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas à la sortie de la SSPI. La surveillance d'un enfant, s'ils ont des rémunérations pareilles, il faut qu'ils s'occupent de l'enfant pareillement après. Et ça ne s'arrête pas à la SSPI. Non, mais je crois qu'en libéral, ça ne s'arrête pas en SSPI. Ah si. Ah, ah si, bah, si. oui, parce que oui, c'est ambulatoire. Ah oui, oui. Ah non, 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 même non. Professeur Joannet. Oui, alors je reconnais bien là les recommandations de l'ASFAR. C'est les chirurgiens viscéraux, ils ont très peu de recommandations. Ils font des études, hein, mais ils ont très peu de recommandations et on est très content d'avoir les recommandations de l'ASFAR. Voilà. Alors là, je les ai lues, je les ai trouvées très bien. Mais vous avez bien compris que ça crée un problème. Donc ma question est, est-ce que vous avez, alors évidemment, c'est des recommandations, mais est-ce que l'ASFAR n'envisage pas un moratoire, c'est-à-dire le temps que les gens s'adaptent, c'est-à-dire, je sais pas, 3 ans, le temps que les équipes. Mais non, enfin, alors après, c'est à vous de voir, hein, mais je sais pas, mais je pense qu'un moratoire serait peut-être bienvenu pour que les équipes puissent s'adapter, que des anesthésistes qui font un peu d'anesthésie pédiatrique puissent aller se former, et puis pour pouvoir accueillir tous ces enfants. Alors, C'est une question. oui, le moratoire, il est en marche, là, puisque ces recommandations, oui, oui, absolument. Normalement, l'application est en juillet. Ça fera 1 an qu'elles ont été validées. Voilà. Après, c'est-à-dire que c'est assez compliqué parce que, en fait, on n'a pas de vraie remontée de structures qui veulent s'arrêter. On est allé voir la DGOS. On va aller voir le ministère pour justement savoir qu'est-ce qui remonte des structures qui veulent arrêter l'activité. J'en doute pas qu'il y en ait qui veulent, parce que c'est aussi l'occasion d'arrêter une activité, comme on le disait tout à l'heure, qui est peu rémunérative et qui est risquée. Et donc, bon, les gens sont peut-être frileux. Nous, ce qu'on propose à l'ASFAR, c'est de les accompagner déjà. On a même évoqué la possibilité qu'ils soient accompagnés par la NAP, mais la NAP n'a aucun retour à l'heure actuelle. On les a vus la semaine dernière. Ils n'ont aucun retour de difficulté. Ils étaient pourtant à Libourne le mois dernier, où, soi-disant, c'était difficile. Finalement, les gens se sont organisés. Il faut du temps. Moi, je crois que les gens, ils ont été un peu pris par le temps parce que ils ont. Et puis, le premier mouvement a été un mouvement de retrait. Bon. Et puis là, les gens discutent tranquillement pour l'instant. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit. Maintenant, on n'est pas forcément, on ne voit pas tout, mais moi, je sais que j'ai 70 stagiaires qui viennent de toute la France dans un DU, justement, et ça nous permet d'avoir cette vision globale. Et en fait, les gens vous disent, d'abord, il y en a une grande partie qui disent merci d'avoir fait ça, parce qu'ils étaient un peu en difficulté. Et il y en a d'autres qui disent, bon, bah, on est en train de discuter. Alors, il y a eu plein de choses. Il y a eu des discussions avec les chirurgiens sur l'âge, par exemple, des circoncisions, ou sur l'âge. Il y a des choses comme ça. Alors, reste le problème de l'ORL. Moi, j'entends tout à fait que c'est une difficulté. Là encore, il faudrait savoir pourquoi les gens font ce mouvement de retrait. Parce que vous avez vu ce qu'on préconise. Bon, la formation, ça ne s'adresse même pas à ceux qui sont déjà en exercice, c'est pour les futurs. Et l'activité régulière, bon, bah oui, effectivement, il faut une certaine activité régulière. C'est peut-être ça qui gêne. Merci beaucoup.